Jacques Perret, on va vous expliquer, Denis Coupé, mon frère, et Christine. Voilà. Donc nous, on est les enfants de la personne qui a écrit le livre. Et Jacques nous a aidés beaucoup pour mettre ce livre. En fait, le manuscrit était très long, 700 pages. Et il fallait raccourcir parce que Catherine Destivelle a dit non, mais c'est trop long. Donc Jacques a bossé beaucoup. C'est lui qui a fait le plus gros du travail pour redécouper. Mais c'est le manuscrit, c'est vraiment papa qui a écrit ce livre. Et que dire que nous, on est ravis d'avoir ce bouquin qui est sorti. Donc Jacques est un chambérien comme nous, parce que papa est de Chambéry, et un expert de tout ce qui est livre de montagne. Montagne, c'est quelqu'un qui est vraiment qui connaît très très bien, donc qui a aussi écrit un recueil de tous les livres de montagne qui existent. Donc là, vous avez le super expert. et voilà, c'est lui qui en parle finalement le mieux que nous. On pourra reprendre après, mais Frangin, tu veux dire quelque chose ? Oui, alors en fait la genèse du livre, parce qu'en fait il faut le replacer dans le contexte, papa est décédé en 2020, il avait écrit ce livre avant, il avait écrit ses mémoires, il nous avait dit j'ai écrit mais c'est pas pour être publié, c'est pour les petits-enfants, ils liront ça quand je serai mort, je veux qu'ils sachent. Et il en avait tellement à écrire, il en avait tellement à raconter qu'il en avait bien mis 700-800 pages. Donc c'est là où nous on avait ça, mais on l'avait dans un coin de la tête, on n'avait pas forcément anticipé la publication de quoi que ce soit. Et puis un jour on a un ancien copain de papa qui m'appelle à la maison et qui dit mais j'ai le manuscrit de Serge, c'est quand même dommage de ne pas le publier. Je dis, je ne savais pas qu'il l'avait laissé à qui que ce soit déjà. Il me l'a laissé. Un jour, on a mangé chez tes parents sur les monts, à Chambéry, et puis il m'a donné le livre, et maintenant, il faut en faire quelque chose. Moi, je ne peux pas le garder comme ça, sans dire qu'il faut le publier. Donc, et ça a commencé comme ça. Après, on a rencontré Gilles Modica, qui était un autre ancien copain de papa, un autre écrivain de la montagne, Jacques, et on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et nous on n'est pas des spécialistes de la littérature, on a notre métier, Jacques c'est sa spécialité, et il nous a aidé à le remettre en forme. Donc le fond du livre, c'est quand même toute l'histoire de notre père depuis son enfance à Chambéry, avant qu'il grimpe sous l'occupation, et quand il était au lycée, avec sa vie de résistant à l'époque, et puis après sa vie d'alpiniste, et puis après sa vie de secours en montagne, et un certain nombre d'étapes que Jacques sait très bien raconter aussi. Donc, Bon, après, pour présenter un peu. Donc Serge Coupé, il est né dans les années 30. 25. Voilà, 35. 25. En 1925. Donc c'est un homme qui avait 15 ans en 1940. Avant, donc dans les années 30, il était enfant. Il était enfant à Chambéry. Et dans les premières pages du livre, il nous raconte Chambéry quand il était enfant. Alors Chambéry, dans les années 25-38, c'était quand même pas du tout Chambéry d'aujourd'hui. Donc les gens qui connaissent Chambéry, ils verront ce que c'était il y a une centaine d'années. Et ça peut rappeler des souvenirs à certains, parce que les plus anciens ont connu certaines choses qui sont décrites dans ce livre. Après, il y a eu évidemment le coup de tonnerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Serge, en 1940, il avait donc 15 ans. Les Italiens occupent la Savoie. Serge entre au lycée et tout de suite se rallie à la résistance. Alors, il ne fait pas des exploits très dangereux dans la résistance, mais néanmoins, il colle des affiches, il joue un rôle actif dans la résistance, au point qu'un jour, il est arrêté par les Italiens. Heureusement, c'était avant le remplacement des Italiens par les Allemands. Donc, il est arrêté par les Italiens, il est emmené en prison à Grenoble. Heureusement, les Italiens n'étaient pas aussi méchants que les Allemands.
il finit par être libéré sur des interventions, enfin bref, de toute façon, il est libéré et il rentre à Chambéry, il poursuit ses études au lycée tout en continuant son activité à la Résistance. Lorsque le débarquement arrive, on demande aux résistants chambériens de prendre le maquis, comme on l'a fait à Annecy pour les Glières. On a demandé aux résistants chambériens de prendre le maquis dans les Bauges, à la Fécla. Donc ils montent prendre le maquis. Et évidemment, les Allemands débaroulent, ils sont très peu armés. C'est le même scénario qu'aux Glières ou dans le Vercors. Donc tout le monde essaye de s'enfuir. Il y en a malheureusement qui n'y arrivent pas. Heureusement, Serge échappe aux Allemands et retourne à Chambéry. Il termine son année de terminale, il passe son bac, il le rate parce qu'en même temps, quelques jours avant le bac, il y a le bombardement de Chambéry. Vous savez qu'en 1944, Chambéry a été bombardé parce que c'était un important nœud ferroviaire et donc les Alliés ont souhaité détruire les infrastructures ferroviaires pour que les Allemands ne puissent pas s'en servir. Et donc ils ont bombardé Chambéry. Manque de peau, au lieu de bombarder la voie ferrée, ils ont bombardé le centre-ville. Ils sont trompés. Donc ça a été un vrai désastre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu leur maison, leur immeuble détruit. Et Serge a pris son temps, au lieu de réviser son bac, pour aider les sinistrés à évacuer leurs meubles, etc. Donc il n'a pas eu le temps de faire ses révisions et il a loupé son bac, évidemment. Et il l'a repassé après, heureusement, il a pu avoir son bac. Et une fois la libération, il s'est engagé avec les scouts, avec Charles Jeudi. Et là, ils ont fait des activités, de la spéléo, de l'escalade. Et il a hésité, et il a choisi l'escalade. L'escalade, ça lui plaisait bien. Et à partir de là, il est devenu un vrai grimpeur, un vrai alpiniste. Et il a été, pendant une vingtaine d'années, un des meilleurs alpinistes français. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en montagne? En montagne, il a fait des grandes courses dans le massif des Écrins, des grandes répétitions, comme la deuxième ascension de la face nord du Râteau. Il a fait des grandes premières, comme une première dans la face nord de l'Aile Froide, des premières hivernales, comme à la face sud du Pavé, et également des premières en solitaire, comme à la face nord-ouest du Dôme des Écrins. Il était un amoureux du massif des Écrins, beaucoup plus que du massif du Mont Blanc. Hein. Peut-être que c'est aussi ça qui fait qu'il a été un peu moins connu, parce que le massif des Écrins est considéré ici un peu comme un massif secondaire. Mais croyez-moi, les marches d'approche des Écrins, ça vous remet en question sur le côté secondaire. Parce que quand vous montez à Adèle-Planchard et que vous faites vos 1900 mètres de dénivelé pour arriver au refuge, ça compte. Donc les Écrins, c'était son domaine de prédilection comme alpiniste. Et il a été aussi un très fort grimpeur, c'est-à-dire dans des parois, en escalade. Il a ouvert un nombre incalculable de voies dans les massifs proches de Chambéry, c'est-à-dire le Vercors, la Chartreuse, où il a fait des voies très difficiles. Et il est devenu un grand spécialiste de ces massifs, au point qu'il a édité un topo-guide des escalades en Chartreuse et Vercors, qui est un livre jaune. Ça a été la Bible de tous les grimpeurs des années 70, dont je faisais partie. Donc Serge, grand grimpeur, grand alpiniste, grand skieur aussi, même si sa technique n'était pas extrêmement élégante. Par contre, il avait une très grande résistance et il a fait les rallyes du CAF qui se passaient sur plusieurs jours. C'était des rallyes organisés par le club alpin. Pour gagner, il fallait non seulement réussir les itinéraires dans les meilleurs temps, mais en plus, il ne fallait pas dormir dans les refuges, il fallait dormir à la belle étoile, sinon vous aviez des pénalités. Voilà, donc c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Et comme Serge était très costaud, son équipe a plusieurs fois gagné les rallyes du CAF. Ce qui l'a fait remarquer, outre ses réalisations en alpinisme, ça l'a fait remarquer par les instances dirigeantes du club alpin, notamment Lucien Devis, le comité de l'Himalaya, et il a été sélectionné pour la première ascension du Makalu. Le Makalu, c'est la 5e montagne de la Terre, 8500 mètres à peu près. À l'époque, il y avait eu évidemment l'Annapurna en 1950 qui avait été gravie, l'Everest en 1953, et voilà, et le K2 par les Italiens. Voilà, on était au 4e ou 5e 8000 à gravir. Donc c'était encore une grande aventure.
Cette expédition a été un succès total puisque tous les membres de l'expédition sont arrivés au sommet. Et cette expédition était dirigée par Jean Franco, Jean Franco qui par ailleurs dirigeait ici le collège des Prats puis l'école nationale de ski et d'alpinisme et qui était donc quelqu'un qui avait le sens de l'équipe et de l'organisation. Donc ça a été vraiment une expédition très bien réussie, comme d'ailleurs l'a été plus tard le Janus. Serge a donc été un des sommitaires de cette première ascension du Makalu. Et ça a été un point évidemment important dans sa carrière d'alpiniste. Il a continué à grimper jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. En même temps, il a eu une activité très importante de secours en montagne. À l'époque, le secours en montagne, dans les années 50-60, était entièrement bénévole. Ce n'était pas organisé comme maintenant avec des PGHM, etc. C'était des sociétés de secours en montagne qui mobilisaient des bénévoles, les guides qui voulaient bien également partir, et on montait des caravanes terrestres, parce que l'hélicoptère était encore très rarement utilisé, et on ramenait les blessés et parfois même les morts. Donc Serge a effectué beaucoup de sauvetages en montagne, des sauvetages parfois difficiles, longs, fatigants, ça a été également une activité importante de son activité d'alpiniste. Il a perdu malheureusement aussi des camarades en montagne. Il a eu lui-même des accidents. Il a été parfois blessé. Il était un peu casse-gueule des fois, que ce soit en moto ou que ce soit en montagne. Vous verrez, c'est décrit dans le bouquin. Mais il a vécu puisqu'il est mort à 94 ans, donc vous voyez que il a fait partie des vieux montagnards. Mais il a eu la sagesse d'arrêter les grands exploits en montagne à la quarantaine, de déposer son matériel d'alpiniste et de faire autre chose. Il a fait donc des livres notamment sur les lacs de montagne. Il s'est converti à la pêche, il s'est converti au ski de fond avec ses enfants. Christine a été une grande skieuse de fond. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il a eu toujours une activité physique en montagne, mais plus du grand alpinisme. En même temps, il a fondé sa famille, bien sûr. Donc ça, je pense aussi, ça l'a fait réfléchir sur l'engagement des grandes courses. En même temps, il a eu une activité professionnelle, parce qu'après son bac, il a fait du droit. Il aurait souhaité monter une maison d'éducation des jeunes, essayer de réinsérer les jeunes par la montagne. C'était un projet qui a failli déboucher. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Et il a été recruté par la ville de Chambéry pour s'occuper de l'organisme HLM de Chambéry. Et donc là, il a fait plus de 30 ans de carrière, où il a construit plus de 4000 logements à Chambéry. Donc il y a une grosse activité qui l'a empêché de retourner en montagne en expédition lointaine. Parce que donc après le Makalu, il n'est jamais retourné en Himalaya ou ailleurs, parce qu'il fallait dégager à l'époque, il fallait au moins 2 mois, parce il fallait du temps pour le voyage, récupérer les matériels, ça prenait dédouaner, ça prenait beaucoup de temps, les marches d'approche c'était tout à pied, enfin bref, donc ça prenait beaucoup de temps, et il ne pouvait pas prendre 2 ou 3 mois de vacances comme ça, tous les 2 ou 3 ans, c'était pas possible, donc il a renoncé aussi aux expéditions lointaines. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été un peu moins médiatisé, un peu moins connu que d'autres grands alpinistes comme Lionel Terray par exemple, qui ont peut-être mieux su valoriser leur performance en montagne. Voilà. Mais croyez-moi, Serge Coupet était un grand bonhomme de la montagne. Moi j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais moi-même alpiniste actif dans les années 70. Et je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais avec tout ce que tu as fait, tu devrais publier tes mémoires. Il m'a dit, qui crois-tu que ça peut intéresser? Eh bien, ça intéresse parce que quand même, le livre se vend très bien, donc je pense que ça, effectivement, ça intéresse. Et il a voulu le faire librement, c'est-à-dire, il s'est lâché, vous allez voir que pratiquement tous les alpinistes de l'époque connus, ils en prennent un peu pour leur grade, à quelques exceptions près, ils respectaient beaucoup Lucien de Vis, par exemple. Ils respectaient aussi beaucoup Guido Magnone, qui était un de ses amis. Il y avait quand même des alpinistes qui respectaient bien. Et puis il y avait des alpinistes avec qui il aimait bien, avec qui il était bien copain, comme Yannick Sagnières, par exemple. Mais quand même,
qui lui a fait 2-3 petites entourloupes qu'il a moyennement appréciées, mais ça ne l'a pas empêché d'être quand même très proche de Yannick Seigneur. Mais enfin, vous voyez, et en même temps, il avait de l'amitié pour les gens, il respectait, et en même temps, de temps en temps, il les gratinait un petit peu, quoi. C'était un caractère assez trempé, et il ne laissait rien passer. Voilà. Oui, assez C'est amusant intransigeant. parce que ce caractère-là, on l'a retrouvé parce qu'on a fait ce genre de présentation à Grenoble, à Chambéry. À Grenoble, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « Nous, on est en train de faire un recueil sur tous les livres de refuge, les guestbooks de refuge, dans lesquels ils mettaient des notes. » Et il nous a dit « Je vais vous envoyer, j'ai scanné quelques pages, et il nous a envoyé quelques pages sur lesquelles papa a mis des commentaires ou commenté les commentaires des autres. Où à la fin, il se mettait des commentaires, si c'est ça, rendez-vous à telle heure, on verra lequel monte le plus vite. C'était alors sans compromission aucune, et c'était vraiment pas dans l'empathie et la complaisance en tout cas. Je dirais pas dans la complaisance. Ouais, dans l'empathie. Avec les gens qui l'apprécient. Ouais. Mais la complaisance, pas trop. Et je pense qu'il avait envie, et nous on le savait, mais il avait besoin d'exprimer ça quelque part, et d'une certaine manière peut-être régler quelques comptes avant de partir, mais d'écrire sa vérité sur des gens qui ont profité de l'intérêt médiatique, par exemple, de l'expédition Makalu, des choses comme ça, où lui, il avait envie de rétablir sa vérité, parce que une expédition comme ça dans les années 50, c'était quasi militaire, c'était une expédition d'État, c'était une expédition qui était montée avec une organisation super hiérarchique et des rôles extrêmement cadrés, donc lui il était le plus jeune de l'expédition. C'était pas vraiment prévu qu'il aille au sommet en fait, et lui il avait envie d'aller au sommet. En plusieurs vagues et en plusieurs assauts sur plusieurs jours. Et eux, à la limite, il est monté avec son collègue, c'était les deux plus jeunes de l'expédition, avec Vialat. Et en fait, c'était pratiquement pas prévu qu'ils aillent au sommet. À tel point le dernier jour, ils sont montés eux en disant nous, on va y aller aussi, et il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Ils ont failli braver l'interdit en étant, je crois, au camp 4 avant que les autres soient montés au sommet. Où ils ont hésité, ils étaient attendu tous les deux avec Vialat en disant est-ce que on monte alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'y aller et qu'ils se sentaient tout à fait capables de continuer. Et puis a priori papa raconte qu'il a proposé à Vialat d'y aller s'il était d'accord, et heureusement donc ils n'ont pas trop désobéi, mais il était assez autonome dans sa prise de décision généralement. Je sais plus si c'est raconté dans le bouquin, mais je me rappelle qu'ils sont arrivés à 7000, qu'ils ont croisé les autres, et je sais plus qui a fait la remarque, ah bon, vous êtes là, d'un air de dire vous n'étiez pas censé monter, mais eux ils avaient envie de monter, quoi. Bon, mais surtout le Makalu, c'est là où est mort Claude Cogan, ou c'est pas le Makalu, Claude Cogan? Non, Claude Cogan, c'est au Cho-Oyu qu'il est mort. Cho-Oyu. Alors donc, l'affaire du Makalu, ça lui est resté aussi un peu sur la patate, parce que il était convenu, c'était normalement l'ordre qui avait été donné, qu'on ne dise pas qui était arrivé le premier au sommet. Ils étaient 8 à être arrivés en haut. Pour Franco, c'était une réussite collective et ça devait le rester. Sauf que les deux premiers qui sont arrivés en haut, Terray en tête, la première chose qu'ils ont commencé à dire, c'est nous qui étions les premiers. Alors ça, bon, Serge, il règle son compte là, hein, il n'est pas très correct. Et après, il est un peu plus, c'est un peu plus discutable quand il critique Pierre Leroux, parce qu'ils étaient dans les 4 qui étaient les 4 derniers, il y avait Pierre Leroux, et avec Pierre Leroux, je ne sais plus qui était. Mais enfin, oui, Michel Bouvier. Et donc, dans son livre, Pierre Leroux, il dit qu'ils étaient devant Coupé et Vialat, alors que c'est le contraire. Bon, donc ça, ça, c'est pas très important. Par contre, c'est vrai que le fait que Terray, il avait quand même son ego, et c'est pour ça que Terray aussi, il est plus connu que Serge Coupé. Hein. Mais il est mort plus jeune. Il est mort plus jeune, oui. Ça. Quel était son avis sur le bouquin Alain Purman, premier Bubile Alors, non, alors c'est clair. Serge, il défendait Mordicus Lucien de Vis,
Donc Serge, il n'a jamais mis en doute l'ascension de l'Annapurna. Il n'était pas dans les contestataires. Ça ne veut pas dire qu'il avait un amour immodéré pour Maurice Herzog. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais il n'est jamais, il est jamais rentré dans cette polémique. À ma connaissance. Hein. Parce qu'on a quand même récupéré un certain nombre de courriers, parce que quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il écrivait. Non, mais il écrivait ce qu'il pensait, ce qu'il avait sur le cœur. On l'a vu a posteriori d'ailleurs, hein, puisque avant de trouver les éditions du Mont Blanc, on a des éditeurs qui ont dit non, bah nous, il nous a... Oui, oui. Il n'a pas été tendre avec nous, donc maintenant, même si le bouquin est bon, ça ne sera pas chez nous. Parce qu'il avait quand même édité pas mal de livres avant, et du coup il avait un peu de passif. C'était pas un auteur très commode pour les éditeurs, je crois. C'est-à-dire qu'il avait un souci de perfectionnisme et donc il corrigeait, il surcorrigeait, enfin tout devait être au cordeau, quoi. Comme les guides d'escalade, c'était très très précis. Nous, il n'y a aucune erreur, de quoi. Papa Il y a zéro erreur. Des heures et des heures à sa table le soir à décalquer les itinéraires. Oui, avec pour du les papier guides calque jaunes. et de l'encre. Il avait ses rotrings et il faisait les croquis des parois. Des voies d'escalade pour le livre jaune et puis ensuite pour les livres qu'il a fait sur Chartreuse-Vercors. Mais des heures et des heures et des heures. Il prenait des photos, il mettait un calque, il avait de l'encre et puis il traçait les voies. Mais c'était... au millimètre. C'était c'était super précis. Donc dans le livre, ce que vous allez trouver, en fait, c'est plusieurs témoignages, plusieurs tranches de vie. Et ce qui est pour nous intéressant, c'est qu'au-delà de raconter sa vie, bon, c'est intéressant, mais encore nous, ça nous intéresse. Mais c'est surtout un témoignage sur la résistance, un témoignage sur l'alpinisme et l'organisation dont c'était organisé, l'organisation de ce métier-là à ce moment-là et la hiérarchie dans le monde de la montagne à ce moment-là. Après, il y a un grand passage sur le secours en montagne. Oui, ça c'est intéressant. En fait, à l'époque, le secours en montagne n'était pas du tout structuré comme aujourd'hui. Et dès qu'il y avait besoin d'un secours, en fait, ils allaient le chercher. Ils appelaient des gens qui étaient les meilleurs grimpeurs du moment. Donc aussi bien ils rentraient d'une course de 2 jours, ils repartaient aussi sec. Ils repartaient, ils se retapaient 1800 mètres de dénivelé pour aller chercher quelqu'un, parce que c'était les seuls qui étaient capables d'aller là où en fait le secours en montagne n'allait pas, parce qu'il n'existait pas. Et il y a beaucoup de descriptions de secours dans le livre. Il y a beaucoup aussi de gens qui tombent. Il y a des histoires de morts de la résistance, il y a des histoires de morts en montagne aussi. Donc c'est un peu jalonné. Alors c'est son fil conducteur, mais lui il dit moi la mort m'effrayait pas, elle était réservée aux autres. Bon, heureusement que c'est arrêté de grimper assez tôt, parce que sinon on serait probablement pas là pour vous le raconter. Mais donc c'est vraiment des tranches de vie, des éclairages sur une époque qui aujourd'hui, l'hélico et le téléphone c'est très bien, mais on ne se rend pas compte de comment ça se passait. Oui, donc il y a un passage marrant, il était à la Bérarde et ils arrivent, des gens viennent le voir à sa tente, il est en train de camper, il est revenu de course, et on lui dit on a besoin de toi, hop, et il repart faire un secours, quoi. C'était comme ça. Alors il était guide. Il a passé l'ASPI, le stage de guide, ici, à Chamonix, à l'ENSA. Ça a été quand même aussi un moment un peu épique pour lui, parce qu'il était un peu borderline par rapport aux grandes théories de l'époque de l'ENSA, parce qu'à l'époque, à l'ENSA, c'était l'époque du professeur maître Charlet, c'était crampons toute pointe, surtout pas de pointe avant, alors que Serge, lui, il avait déjà des crampons à 12 pointes, les prototypes des Macalus de Simon, hein, donc... c'est pareil, l'escalade artificielle à l'ENSA c'était quasiment inconnu, hein, donc lui il pratiquait déjà beaucoup d'escalade artificielle. Donc voilà, les relations avec les professeurs de l'ENSA n'étaient pas forcément toujours très très faciles. Ça n'empêche qu'il est quand même fini 2e du stage d'ASPI et 2e du stage de guide. Donc ce qui montre quand même qu'il devait vraiment valoir le coup, parce que
À Chamonix, il n'avait pas été tendre avec ses professeurs, donc il a quand même été bien reçu. Par contre, une fois qu'il a été guide de haute montagne, il a très peu exercé parce que ça l'intéressait très moyennement. Il préférait partir faire des courses avec des copains que d'avoir des gens qu'il ne connaissait pas, emmenés en montagne. C'était pas son truc. Il s'entendait bien avec Franco? Oui, très bien. Oui, je pense que... Oui, oui. Il était très strict. Oui. Non, mais bon, je pense que... Oui. Ouais, je pense que oui. Il y avait beaucoup de respect. Ouais. Oui, En oui. fait, c'était justement cette hiérarchie. Il était un peu cafiste aussi. Un peu. Cafiste. Dans l'éducation des enfants. Ah, pour nous Je sais pas. Oh, c'est pas trop mal réussi. Hein. Le L'éducation des enfants n'a pas été trop mal réussie. Non, mais c'était C'est beaucoup la performance, oui, c'est sûr. Quand il disait toujours, quoi que tu fasses, fais-le bien. Voilà, donc si tu es syndicaliste, fais ça bien. Si tu fais du ski de fond, fais ça bien. Si tu... fallait aller à fond dans le truc, quoi. Quand il faisait les fleurs au jardin, on gagnait le concours des maisons fleuries. Il y en avait, mais de partout, quoi. C'était à fond. Après, il arrêtait, il faisait autre chose. Mais d'un coup, il après terminé, il passait à autre chose. Vous avez vécu à Chamonix? Non, à Chambéry. Chambéry. À Chambéry. Pas du tout, les maisons fleuries Non. à Chamonix. Non, Non. à Chambéry. Voilà. Mais après, le livre, enfin, moi je ne l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, mais les courses qu'il faisait à l'époque et la vitesse à laquelle il les faisait, c'est assez impressionnant compte tenu du matériel qu'ils avaient. Parce qu'aujourd'hui, on peut courir en montagne, être assez light et tout, mais ce qu'il faisait avec des grosses chaussures et les dénivelés qui s'enquillaient, c'était assez impressionnant. C'était un peu précurseur, quoi. Ils couraient en montagne avec des bateaux. C'était la compétition. Alors aujourd'hui, ils font les records ici, ils font les records au K2, ils font les records un peu partout, mais eux, ils faisaient des records qui probablement, d'un point de vue sportif, étaient équivalents à ce que les grands coureurs d'aujourd'hui font. Hein. Mais nous, ça nous dépasse. Par contre, ils avaient une hygiène de vie qui n'était pas l'hygiène de vie des sportifs. Ils parlent dans le bouquin, ils arrivent au relais, il fait un peu froid, ils se boivent une bouteille de cognac. L'autre, il est au sommet du Macalou, il sort la cigarette, il fume sa clope. C'est des trucs, ça nous dépasse complètement. Ils n'avaient pas une approche de performance Comme, pointue comme nous on peut avoir aujourd'hui. Par contre, c'était des machines. Si ces organismes-là entraînaient et manager comme ils sont aujourd'hui avec des sportifs de haut niveau, je ne sais pas ce que ça aurait fait, mais c'est une autre époque. Il devait quand même aller assez fort. Ouais. Et sur le solo aussi, il était assez précurseur, il faisait du solo, et il s'était pris un courrier de... Un courrier de Devis et un courrier d'Herzog. En lui disant, il a reçu le courrier, comme quoi c'était un truc dangereux, qu'il ne fallait pas qu'il fasse du solo. Il fallait qu'il fasse attention, oui. Mais ce n'était pas un courrier méchant, c'était un courrier de mise en garde. Oui, amical, quoi. Et il commente dans le livre ce courrier en disant qu'il préférait grimper seul qu'avec des gens qui le ralentissaient. Ouais. Et il dit, de toute façon, il n'y avait plus grand monde pour venir avec moi parce que j'allais trop vite et je ne mangeais pas assez. Voilà. Et il préférait grimper seul que grimper en second derrière un premier qui n'était pas très sûr. Oui. Ça, il le dit souvent aussi dans le livre. Il avait horreur de grimper en second. Donc il y a quelques passages qui sont cocasses quand on les remet dans le contexte aujourd'hui de la sécurité. Et ça peut être sympa à lire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez coupé alors? Oh non, alors... Je vais vous dire, moi, parce il a coupé des trucs qui étaient des longueurs qui servaient à rien parce que des fois il écrivait un peu, il délayait un peu beaucoup. Et puis là, je crois que Jacques a coupé quelques trucs qui n'étaient pas forcément politiquement corrects. Enfin, un ou deux passages qui n'étaient pas forcément nécessaires. Où il est allé un tout petit peu trop loin. Voilà. Deux. Il en avait écrit un peu trop. Deux phrases. Deux phrases où il allait un petit peu trop loin. Et pour la sécurité de l'éditeur, il valait mieux les enlever. Parce que je savais qu'en plus, il y avait des ayants droit qui étaient vigilants. Ça risquait de poser problème. Non, mais honnêtement, vraiment, l'esprit du livre était préservé. Hein. D'ailleurs, les gens qui le connaissent bien et qui ont lu le livre, ils disent c'est bien Serge, c'est bien comme ça qu'il était, quoi.
Et par rapport à son engagement dans la résistance, il est parti quand dans le maquis Alors le maquis, c'était juste au moment de la libération. Okay. Hein. L'action de la résistance se faisait dans la ville de Chambéry ou dans les proches abords de la ville. Puis après, bon, ça n'empêche pas que, quand il était jeune, il a fait un nombre incalculable de bambées entre Chambéry et la Fécla. Chambéry et la Fécla, il a dû en faire quelques-unes. Ouais. Il explique dans le livre qu'en fait, il demande, entre guillemets, à son père, ou il informe son père qu'il va monter à la Fécla à prendre le maquis. Son père lui interdit de le faire. Il lui répond, ok, je sais, par contre j'y vais quand même, il est parti. Et il dit, et il m'a plus jamais rien interdit de ma vie, quoi. Donc c'était, de toute façon, il faisait que ce qu'il voulait, il a fait que ce qu'il a voulu toute sa vie, et en résistance, il avait décidé qu'il y allait, donc il y allait. Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit nos enfants, à 17 ans, fallait quand même... Bon, ils sont quand même allés récupérer des armes parachutées dans la montagne de l'Épine. Enfin voilà, il y avait des actions comme ça, mais le vrai maquis, je crois que ça a été qu'au moment de la libération. Puis il ne nous en parlait pas trop, hein. Moi j'ai découvert des trucs, mais je me souviens qu'une chose, il disait, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, quand il avait les Allemands aux trousses. Aux trousses, ouais. Et à la Fécla, pour ceux qui connaissent, vers le départ des pistes de ski de fond, il y a un endroit où il a dit, là, j'ai couru très vite et en zigzag, parce que sinon je ne serais pas là pour le raconter. Ouais. Bon. Et votre maman ? Très bonne question. Alors elle a fait les premières conférences avec nous, mais là elle est restée à Chambéry, mais... elle a fait un peu de montagne avec lui au début. Ouais, elle a été entraînée dans le monde de la montagne, mais elle n'a pas été dans la performance. Par contre, je pense qu'elle mérite aussi une grande médaille pour avoir supporté ça, parce que c'était un caractère réel. Le caractère qu'on décrit, imaginez bien que c'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Heureusement, nous on est bien mieux parce qu'on a été dilué par avec un peu de, et puis par le temps, ça c'est un peu. Mais oui, moi je me souviens émoussé dans les coins, mais encore qu'il faudrait demander à ta femme, hein, parce que. Non, on est bien mieux. On est moins. Je pense qu'on est un peu moins, mais lui était très autonome, on va dire. Donc il faisait que ce qu'il voulait, et je pense que maman l'avait très bien compris. Donc de toute façon. C'était un peu comme ça, quoi, avec lui. Quand on allait en montagne, il y a une période et on faisait tous les lacs, parce qu'il y avait un livre sur les lacs. Donc on allait, tous les lacs des Alpes, on les a fait. Pour ça, on me dit, tu connais ce lac ? Je dis, oui, sûrement. Et en fait, maman avait toujours le pique-nique, hein, donc il y avait tout ce qu'il fallait. On s'installait au bord du lac. Et là, il partait, donc il montait bien plus haut, bien plus loin. Le jour tombait, la nuit tombait, et nous on était toujours au bord du lac à attendre qu'il revienne. Et moi j'étais toujours un peu flippée, bien sûr. Parce qu'il fallait faire les photos. Parce qu'il fallait que le soleil soit au bon endroit, donc il reparaît l'angle, machin. Et c'est comme ça qu'on s'est perdu une fois ou deux dans la forêt, dans les Hautes-Alpes, en descendant, parce qu'il avait attendu pour faire la photo. Mais après, à l'époque, pas de téléphone portable, encore une fois. Donc maman était quand même d'une grande patience, parce que le nombre de fois elle a dû se faire quelques angoisses nous, quand même. On rentrait, enfin moi je me rappelle même être rentré avec papa des fois à 11h ou minuit le soir des Hautes-Alpes, parce qu'on avait attendu le coucher de soleil pour faire une photo. Mais elle ne savait pas où on était. Donc bon. Il va falloir écrire vos mémoires. Là, on aura... Pas tout de suite. Non, on a encore des choses à faire avant. Mais... Et ses parents à lui faisaient-ils de la montagne ? Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors ses parents à lui, pas du tout. C'était donc c'est expliqué aussi dans le bouquin. Sa maman était paysanne à Saint-Pierre-d'Albigny, donc entre Albertville et Chambéry. Et son père était de Montargis, donc pays plat. Hein.
Et lui est arrivé. Enfin, cette histoire, elle est intéressante aussi, c'est-à-dire qu'il était, le papa était à la guerre, à la campagne d'Orient, c'est-à-dire vers la Macédoine par là-bas, et il a vu une photo de la sœur d'un collègue et il a écrit à cette personne. Et ils ont échangé des courriers et quand il est rentré de la guerre, c'était en 17, 18, je sais plus. Bon. Il est allé à Saint-Pierre d'Albigny et il s'est marié avec notre grand-père. À SNCF après. Voilà. Et après, il a fait des trains roulants. Voilà. Non, il conduisait les trains. Dans ce milieu-là. Pas du tout. Ouais. Et il n'a jamais compris à quoi ça servait de monter sur les montagnes. Mais quand même, il les emmenait en montagne, parce qu'on a des photos. Ils étaient sur la mer de glace. On a des photos. Ils avaient des motos parce qu'ils n'avaient pas de voiture à l'époque. Donc ils avaient 2 motos. Ma grand-mère, en 38, elle était sur une moto. Mon grand-père, donc ils avaient mon père derrière, ma tante, et ils sillonnaient les Alpes. Donc ils ont quand même fait la France, et puis après... Corse, voilà, et en moto, ils campaient, et ils avaient les motos, et ils campaient. Voilà. Et après, ils ont poursuivi. Après, ils ont fait l'Italie, les Alpes suisses. Donc, ils se baladaient beaucoup. Ils avaient la bougeotte, ouais. Ils avaient la bougeotte, mais pas de montagne spécialement. Non, c'était pas. Je crois que vous avez plein d'albums photos. Là. On a des albums photos. Donc, on a des albums photos. Ça n'a pas beaucoup changé en fait. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est mon mari. Il trouve que je veux trop bouger. Et il nous a souvent dit, de toute façon, mon père n'a jamais compris à quoi ça servait de faire de l'alpinisme. Ouais. Son père préférait voyager. Ouais, c'est ça. À moto. Et alors, il était extrêmement moderne. Papa était très moderne dans son approche de la performance de la montagne et tout. Nos grands-parents étaient très modernes, puisque d'avoir une femme motarde, déjà entre les 2 guerres, c'était pas courant. Il faisait énormément de photos. On a des milliers de photos faites par notre grand-père sur des plaques, qui sont des photos de la première guerre. Il faisait du reportage photo. Oui, il était reporter. Il s'improvisait reporter photo. Donc on a des milliers de photos. Des trucs incroyables. Entre la première et la deuxième guerre. Plein de photos qui ne servent pas à grand chose, mais on a des milliers de photos. Mais il y a des belles photos. Donc il était moderne par rapport à l'adoption de la technologie, des choses. Il voyageait, quoi. C'était pas du tout des profils normaux pour l'époque. Il prenait les vélos, il mettait les vélos dans le train, comme il avait le train gratuit. Il partait en Bretagne et il descendait les vélos du train. Il faisait toute la Bretagne en vélo. Parce que comme il était à SNCF, il avait des congés. Donc, beaucoup de congés. Mais c'est incroyable. Et après, comme il avait été blessé à la guerre, il a été retraité très tôt. Entre la SNCF et la blessure de guerre, il a dû partir en retraite. Il a fait plus de retraite que d'activité. Quelque chose, 52 ou 54 ans. Et il est mort aussi à 96 ans. Il a passé énormément de temps en retraite. Ils ont beaucoup profité de la retraite. Ouais. Et quel est le rapport qu'il avait au 8000 ? Parce qu'il y a beaucoup d'alpinistes de cette époque qui ont, un peu à l'image de l'ivresse des profondeurs, qui ont eu une addiction au 8000 une fois qu'ils en avaient fait un, une envie d'y retourner, d'en faire un autre, de faire des hivernales. Et lui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah non, c'est vrai. Ça s'est mal passé. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il le dit, il explique bien dans le livre. Il dit en fait, gravir un 8000, c'est de la marche. Et ça l'intéresse. Sur le plan technique, c'était pas très intéressant. Donc en fait, alors bon, évidemment, si il avait pu se confronter à la face sud du Lhotse, sans doute il aurait raisonné différemment. Mais dans les années 50, il n'était pas question de ça. Dans les années 50, déjà arriver au sommet d'un 8000, c'était un exploit. Parce que l'altitude, on n'avait pas l'habitude, on ne savait même pas si on pouvait respirer. On a attendu longtemps pour savoir si on pouvait aller au sommet de l'Everest sans oxygène et sans mourir. Hein. Un peu comme on disait cet après-midi au Jardin des Cimes de Passy, les chamoniards se demandaient si on pouvait dormir sur un glacier sans mourir. Non. Au début des années 50, c'était ça. Hein. On ne savait pas si on pouvait aller au sommet de l'Everest sans oxygène. Donc l'approche 8000, c'était plus une approche expédition, planter le drapeau, une très grosse infrastructure, planter une le organisation drapeau, très lourde, etc. Et ça,
c'était pas ça qui le motivait. Lui, il fallait qu'il y ait de la difficulté technique. Nous, je vais dire un truc ici qui est pas... il est jamais allé au Mont Blanc, et il me disait, le Mont Blanc, ça sert à rien. Je suis jamais allé au Mont Blanc. Nous, on est allé au Mont Blanc quand on était petits, mais nous... Trues, oui. Pardon? Les trues, oui. Je pense qu'il a fait des choses dans le Mont Blanc, dans l'envers du Mont Blanc, en partant de Courmayeur. Plus difficile techniquement. Mais voilà. Mais il disait, Mont Blanc, la montagne à vache. Et en fait, oui, c'était l'époque de... Les montagnes étaient un petit peu attribuées à certains pays, c'est-à-dire que les Anglais, ils avaient l'Everest, les Italiens, ils avaient, je sais plus quoi, Jacques, voilà, puis il l'avait fait, alors après... Oui, puis après, il bossait, il ne pouvait pas partir 3 mois comme ça, quoi. C'était une autre époque, là, maintenant, ça se professionnalise, mais c'était pas comme ça avant. Je pense qu'il prenait plus de fierté à faire une hivernale aux écrins que se remettre dans une démarche de 2 ans, parce que c'était 2 ans, hein. Il y avait l'expé préparatoire, l'expé 2 ans pour aller sur un 8000 où de toute façon il l'avait déjà fait. Donc, et puis il a toujours dit on aurait aimé faire l'Everest, mais on est allé au Makalu parce que les Anglais avaient fait l'Everest. Donc après il n'y avait pas le côté première. Les hivernales, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut... Après, il est parti sur les hivernales, il est parti sur du solo. Il a fait des trucs en solo pas raisonnables. C'est vrai qu'il faut se rappeler ça, c'est qu'en 54, la France avait le permis pour l'Everest. Si les Anglais, en 53, n'y arrivaient pas. Donc je peux vous dire que quand les Anglais sont arrivés au sommet de l'Everest, ça a été une très grosse déception. Et il le dit plusieurs fois dans le bouquin, ça a été une grosse déception. Le Makalu, c'était un lot de consolation. Était-il proche de Gaston Rébuffat? Vas-y, Jacques. On va dire que peut-être c'était pas l'alpiniste avec qui il avait les relations les plus étroites, les plus amicales. Mais bon, non, il n'était pas ennemi de Gaston Rébuffat. Mais... Non, ils se côtoyaient. Mais Il s'amusait du côté un peu mégalo de Gaston Rébuffat. Avec son pull jacquard et son... de la mise en scène et du... Gaston Rébuffat, ça a été un bon alpiniste, mais ça n'a pas été un alpiniste non plus exceptionnel. Ça a été un très très bon écrivain de la montagne. Il a vraiment su communiquer au public l'amour de la montagne, de l'alpinisme. Il y a énormément de gens qui ont fait de l'alpinisme parce qu'ils ont écouté, ils ont vu les images, etc. Le premier film de Gaston Rébuffat. Après, bon, Gaston Rébuffat, il n'a jamais été dans la résistance. Il a il lui reprochait un peu cette histoire de résistance parce que lui, il pensait qu'à grimper pendant que moi je me faisais canarder par les Allemands, quoi. Hein, bon. Et puis il avait quand même aussi Gaston Rébuffat. Il était parti dans le monde un peu de la bourgeoisie. Il a fait un beau mariage. Le côté pécunier était quand même extrêmement important pour Rébuffat. Donc il le jugeait un petit peu, c'est peut-être un peu plus superficiel, quoi. Bon, c'était un peu ça. Mais ça empêche que c'était un grand écrivain de la montagne et c'était quelqu'un qui est éminemment respectable, Rébuffat. Oui, ça m'étonne un peu parce que quand même Gaston Rébuffat, il était en marge par rapport à Lionel Terray et Herzog. Par rapport à Lionel Terray, pas trop. Par rapport à Herzog, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Annapurna, donc effectivement, Terray, Lachenal, par rapport à Herzog, il y a eu des relations qui étaient compliquées. Même si, de leur vivant, en tout cas, ils sont quand même fréquentés de manière très cordiale après l'Annapurna. Mais quand même, il y a eu... l'Annapurna, ça n'a pas été très simple quand même. Entre l'accordé Terray-Lachenal Terray-Rébuffat et Lachenal-Herzog. Moi, il me semblait quand même que Rébuffat, il était assez à l'écart de Lionel Terray. Après l'Annapurna. Oui. Et donc, ils étaient un peu quelque part un peu concurrents pour occuper le devant de la scène, quoi. Bon, mais ils étaient très liés avant. Ils avaient même une ferme à Chamonix, ils s'occupaient des vaches ensemble. C'était pas du tout le
la vocation de Rébuffat, hein, ça l'a profondément ennuyé. Hein. Mais voilà, il a vécu un épisode très étroit avec Terray. Mais Terray et Rébuffat, ils étaient un peu concurrents quand même, hein, pour occuper le devant de la scène. Hein. C'est les deux grands alpinistes qui essayent de tirer le maximum les médias sur leur nom. Et avec talent. Et avec talent, oui, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Rébuffat avait une capacité à gérer sa com et son image qui probablement était complètement disruptive par rapport à l'époque. Parce que les photos, qu'est-ce que disait le Pull-Jacquard, mais les photos, c'était exceptionnel. Oui, toutes les photos qui ont été faites avec... Ça ne s'inscrivait pas dans ce modèle de communication. Non, pas du tout. Non. Et même Terray, parce que Terray a fait un livre qui est tout à fait remarquable. Je veux dire, Les Conquérants de l'inutile, c'est un des plus grands monuments de la littérature de montagne. On ne peut pas enlever ça à Lionel Terray, qui était en plus un alpiniste, pas un grimpeur exceptionnel, mais un alpiniste extrêmement vigoureux, extrêmement entreprenant. Donc il a vraiment fait des grandes choses. Mais voilà, c'est trois caractères complètement différents. Et Serge était beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus... voilà, il n'aimait pas trop se mettre sur le devant de la scène. Hein. C'était pas son truc. Quand il y avait des manifestations, il fallait un peu le supplier pour qu'il vienne. Hein. C'était pas son truc. Votre papa, il a grimpé dans les calanques, par exemple, à Marseille? Ouais, il était allé grimper. Un petit peu, pas excessivement. Il connaissait Livanos? Oui, le grec, ouais. Ça, oui, ça, je pense qu'il avait du respect pour Livanos. Et il s'appréciait beaucoup. Ouais, beaucoup. Ça, c'est un des rares alpinistes qui a dû échapper à sa plume critique. Le grec, il disait. C'était le grec ou Georges, c'était... Oui, l'appréciait. Jamais un mot. Mais Livanos, c'était à la pointe. Hein, je veux dire, il a vraiment innové en matière d'alpinisme pour la France, parce que il a vraiment rivalisé avec les meilleurs grimpeurs allemands et autrichiens et italiens de l'époque, hein, qui étaient avant-guerre nettement en avance par rapport aux alpinistes français. Hein. Les alpinistes français ont commencé à être bons après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et ils ont été bons après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième. Il faut des guerres pour que les alpinistes français soient dans le top. C'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu la création du GHM, il y a eu l'Épinay, tout ça. Il y a eu un renouveau de l'alpinisme français qui a fait vraiment des choses assez importantes. Puis après, ça s'est un peu tassé, et puis après, c'est reparti après la Deuxième Guerre mondiale, où là, vraiment, la face ouest des Drus, enfin, il y a eu des grandes... la face sud de la Concagua, ça a été un des plus grands exploits de l'alpinisme, c'était dans le début des années 50. Hein. On vous a apporté l'apéro, donc on va ouvrir les bouteilles. Merci en tout cas. Merci d'être venu.